Oui, merci Monsieur le Président. Alors tout d'abord, je voudrais dire à Monsieur Piketty que c'est un véritable honneur que vous faites à cette commission et à ce Parlement en venant partager avec lui et donc avec nous votre expertise qui, sur les questions d'inégalité, sur les questions liées aux enjeux de justice fiscale, sont toujours une source d'inspiration majeure, d'abord pour le parlementaire que je suis, mais aussi pour le parti qui est le mien. Alors, notre temps de parole étant limité, je ne vais pas revenir sur les constats, je pense qu'ils sont clairement établis. La crise accentue la concentration des richesses et le creusement des inégalités. C'est une réalité qui menace profondément notre avenir collectif et notre avenir en tant que société. Alors, j'ai quelques questions à vous poser. La première concerne l'impôt sur la fortune. Alors, au niveau du Parti socialiste, nous avons une proposition de loi pour la mise en œuvre d'un impôt sur la fortune. Mais il faut savoir, et vous l'avez évoqué dans votre exposé introductif, que notre pays repose sur une structure institutionnelle qui est très particulière, puisqu'elle confie aux régions la responsabilité en matière de fiscalité immobilière et à l'État fédéral la compétence en matière de fiscalité mobilière. La globalisation de tous les revenus, qui est un principe que nous défendons, est donc quelque chose de complexe, qui n'est pas impossible, mais qui est complexe. Et c'est la raison pour laquelle nous nous concentrons sur la fiscalité mobilière. Et comme vous le savez, nous accueillons beaucoup d'exilés fiscaux en Belgique. Et les socialistes ont obtenu dans l'accord de gouvernement une première avancée avec une taxe sur les comptes titres d'une valeur supérieure à 1 million sur base d'un taux faible de 0,15%. Alors, c'est évidemment une première étape et j'ai bien entendu ce que vous venez d'expliquer sur les microtaxes. Mais dans le même temps, et vous le savez certainement, la Belgique reste l'un des rares pays de l'OCDE à ne pas taxer les plus-values sur actions réalisées par des personnes physiques et donc à appliquer une fiscalité sur le travail assez élevée. De nombreuses études, c'est pas vous que je dois l'expliquer, ont déjà démontré la nécessité d'un rééquilibrage entre la fiscalité sur le travail et la fiscalité sur le capital. Et donc, j'aimerais vous demander ce que vous pensez de cette exception belge qui, selon nous, n'a pas de sens. Qu'en est-il surtout de la situation chez nos voisins en cette matière? Et donc, faut-il taxer l'ensemble des plus-values ou, selon vous, certaines exceptions pourraient se justifier? Ma deuxième question concerne la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. Et là non plus, vous ne l'ignorez pas, il n'y a pas en Belgique de cadastre des fortunes. Et le fisc dispose d'un accès qui est limité aux données des contribuables. Et sur l'impulsion des socialistes, ce gouvernement a fait de la lutte contre la fraude fiscale une priorité. Et nous avons en Belgique un point central, un point de contact central, pardon, et qui est un peu l'équivalent du registre FICOBA en France, mais dont la consultation est strictement encadrée. Sont actuellement concernés par ce point de contact central les comptes, les soldes des comptes et les paiements, et les montants globalisés des contrats financiers. Et nous avons tout de même encore de grosses difficultés à faire avancer le débat sur la transparence fiscale en Belgique. Actuellement, l'administration fiscale ne peut recourir au PCC qu'en cas d'enquête et d'indice de fraude et après en avoir informé le contribuable concerné. Et donc, pourriez-vous, Monsieur Piketty, nous expliquer comment fonctionne le registre FICOBA et quelles sont les informations accessibles à l'administration fiscale française, et puis nous informer aussi sur le fonctionnement du parquet financier en France. Pourriez-vous aussi nous dire pourquoi la transparence, ou nous rappeler pourquoi la transparence est essentielle en matière de lutte contre la fraude fiscale et en quoi le retard de la Belgique est dommageable? Alors, troisième élément, nous sommes totalement favorables à l'instauration d'une taxe sur les transactions financières englobant les fonds de pension, quitte d'ailleurs à avancer en petits groupes au niveau européen, en coopération renforcée. Que pensez-vous de cette éventualité? Quatrième point, la taxation des multinationales et des géants du numérique. Vous avez évoqué ce thème-là. Vous n'êtes pas rentré dans le détail sur le taux minimal qui vous paraît le plus pertinent. Ce serait peut-être l'occasion dans votre réponse d'approfondir un peu
ce point-là. C'est absolument fondamental, particulièrement quand on regarde l'explosion des profits de ces multinationales et de ces géants numériques, particulièrement depuis le début de la crise. 650 milliards de dollars de recettes fiscales non perçues par les États, selon le FMI, qui peut décemment refuser une fiscalité spécifique dans ce contexte. Et la France a décidé d'avancer seule sur le thème. Ce serait intéressant de savoir le bilan que vous tirez à ce stade de cette initiative propre, en solo, entre guillemets, et si selon vous, il y a une opportunité réelle à avancer au niveau national ou s'il faut vraiment continuer à laisser maturer, entre guillemets, le débat au niveau européen. Et enfin, et je vais en terminer ici, vous avez signé un texte dont Paul Magnette d'ailleurs était aussi signataire, qui plaidait pour l'annulation des dettes détenues par la Banque centrale européenne en échange d'un grand plan d'investissement. Et donc la question qui se pose en synthèse, et donc un peu celle-ci, qui va payer la crise? Comment compenser les milliards investis dans la gestion de la crise et dans le financement de la relance? Et pour nous, socialistes, il est évidemment hors de question que la réponse soit de nouveaux plans d'austérité. C'est hors de question que les travailleurs, notamment, payent l'investissement dans la gestion de cette crise. Par contre, en effet, l'idée d'une annulation de la dette fait son chemin et fait débat un peu partout. Et donc, on serait heureux que vous puissiez nous dire quelques mots de votre point de vue sur le sujet. Donc, je vous remercie à nouveau pour votre présence et surtout pour votre apport précieux au débat public. Merci, Monsieur Benachour. Monsieur Piketty. Oui, merci. Alors, j'ai fait la liste, j'ai beaucoup de questions, c'est très bien. Alors, je vais les prendre dans l'ordre. D'abord, concernant vous l'avez appelé vous-même, la microtaxe sur les comptes titres. Alors, c'est effectivement 0,15%, on peut dire c'est une microtaxe, mais c'est pas tout à fait la même catégorie de microtaxe que je ciblais juste avant concernant les transactions financières. C'est-à-dire qu'au moins, cette microtaxe sur les comptes titres, elle est progressive dans le sens où en dessous d'1 million d'euros, vous ne payez pas, et au-dessus d'1 million d'euros, vous payez 0,15%. C'est une très faible progressivité, 0,15%, mais au moins, ça va dans la bonne direction. Je dirais. Après, c'est vrai que 0,15%, c'est vraiment très faible. Hein. Je voudrais quand même rappeler qu'au début de l'année 2020, il y avait la primaire démocrate aux États-Unis où vous aviez deux candidats, Bernie Sanders, mais aussi Elizabeth Warren, professeure de droit à Harvard, pas du tout une militante d'extrême gauche, qui proposaient tous deux, Warren et Sanders, la création d'un impôt fédéral sur la fortune aux États-Unis dont le taux aurait atteint 6% par an pour Warren, 8% par an pour Sanders, pour les milliardaires. Qui commençait à seulement 50 millions de dollars et qui ensuite montait et atteignait donc 6%, 8% par an sur les milliardaires. Donc, pour dire les choses clairement, si Jeff Bezos possède 100 milliards, il aurait payé en taxes 8 milliards par an. Donc, au bout de 10 ans, il aurait payé 80 milliards. Bon, il en resterait quand même 20 milliards. Hein. Donc, c'était ça la proposition. Je veux juste dire que cette proposition, elle a recueilli, en fait, entre Warren et Sanders, pratiquement 50% des voix, 40-45% des voix dans la primaire démocrate états-unienne et 60-70% des voix chez les électeurs de moins de 40 ans. Hein. Et que quand vous faites des sondages actuellement aux États-Unis, y compris dans les électeurs républicains, vous avez un soutien très fort à cette taxe sur les milliardaires. Biden, pour l'instant, n'a pas l'intention de la mettre en place, mais il a l'intention de mettre en place quelque chose qui m'amène à votre deuxième question, qui est la taxe sur les plus-values, qui en fait peut avoir à la fin des effets similaires. Je m'explique. Bon, il y a déjà une taxe sur les plus-values aux États-Unis. Là, pour le coup, vous avez raison que la Belgique est un cas assez exceptionnel, quand même, d'exonération quasi complète, si j'ai bien compris, de les plus-values, alors que dans tous les pays en Europe, mais aussi aux États-Unis, historiquement, le développement de l'impôt progressif sur le revenu s'est accompagné d'une taxe sur les plus-values réalisées. C'est-à-dire les plus-values qui sont effectivement réalisées quand vous vendez des actions, quand vous vendez un actif immobilier, que vous faites une plus-value par rapport au prix d'achat. La différence est traitée en règle générale comme un revenu, peut être imposé avec des taux particuliers, mais est imposé quand même de façon significative. L'un des débats qu'on a actuellement aux États-Unis au sein de l'administration Biden, c'est de savoir s'il ne faut pas également introduire une imposition sur les plus-values latentes,
Donc, par exemple, typiquement, si vous prenez Jeff Bezos, qui, quand il a créé sa société, a mis, mettons, 1 million de dollars, et aujourd'hui, sa société vaut 100 milliards de dollars, et en fait, il a fait une plus-value de 100 milliards de dollars, qui pour l'instant n'a pas été imposée, parce que c'est une plus-value latente, et qui, en fait, dans le droit fiscal américain actuel, ne serait même pas imposée au moment de la succession. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une exonération de la plus-value au moment de la succession, et donc, in fine, s'il y avait succession, dans le cas de Jeff Bezos, ça va attendre un certain temps sans doute, mais s'il y avait succession demain, en fait, la succession, dans le droit fiscal américain actuel, porterait sur le 1 million de dollars et non pas sur le 100 milliards. Donc là, ça devient vraiment un peu gonflé parce que vous n'avez pas payé d'impôt sur le revenu toute votre vie et il n'y a pas non plus d'impôt sur la succession à la sortie. Ça, c'est presque certain que ça va changer. Et une proposition qui est actuellement très fortement débattue au sein de l'administration Biden, c'est en fait d'avoir une imposition des plus-values latentes qui en fait revient à une forme d'impôt sur la fortune qui va soumettre, enfin en gros, la plus-value réalisée actuellement par Jeff Bezos, qui est passé d'1 million à 100 milliards, va être soumise sans doute au taux supérieur de l'impôt sur le revenu, qui va sans doute remonter à 40-45% aux États-Unis. Ça va être payable sur 10 ans, quelque chose comme ça. À la fin des fins, ça va ressembler à un impôt sur la fortune avec un taux de 4-5% sur les plus hauts patrimoines. Donc, voilà, pour dire que cette question de la taxation des plus-values est très importante et elle est en fait reliée, elle peut être reliée assez directement à la question de l'imposition du patrimoine, et pour dire aussi que le taux de 0,15% est effectivement faible par rapport au type de taux qui peut être discuté concrètement dans d'autres pays. Bon, les questions constitutionnelles, elles sont importantes, mais je veux juste dire que voilà, tous les pays sont amenés dans l'histoire à modifier leur constitution sur toutes sortes de points. Bon, les États-Unis d'Amérique ont dû modifier leur constitution pour créer l'impôt fédéral sur le revenu en 1913. Bon, il y a toutes sortes de modifications. Je ne dis pas que c'est simple, etc., mais très souvent, malheureusement, parce que là, c'est vrai que là, cette séparation complète, si j'ai bien compris, entre l'immobilier au niveau régional et le mobilier au niveau fédéral, est quand même très, très compliquée pour arriver simplement à une notion de justice fiscale dans une prise en compte des patrimoines. Enfin, je vous donnais tout à l'heure dans mon intervention l'exemple de la taxe foncière en France, mais je pense que c'est un peu pareil en Belgique. C'est-à-dire qu'une personne qui a 200 000 euros, un appartement qui vaut 200 000 euros, mais qui est endetté jusqu'au cou, qui a 190 000 euros d'emprunt, va payer la même taxe foncière que quelqu'un qui n'a aucun emprunt et qui a 3 millions d'euros de patrimoine financier en plus de ses 200 000 euros d'appartement. Il n'y a aucune notion de justice fiscale et à nouveau, aucun modèle économique ne peut justifier un système pareil, qui est simplement là, dans le cas français, en tout cas, je connais bien l'histoire, parce qu'au moment où ça a été introduit, c'est au moment de la Révolution française, la taxe foncière se situe dans un contexte où il y avait presque aucun actif financier, pas de patrimoine financier, pas d'endettement. Donc voilà, ça a été. Et puis c'était aussi un moment où on voulait quand même, on voulait surtout pas redistribuer la propriété. C'est-à-dire, on était quand même sur une vision assez conservatrice de la propriété au 19e siècle, avec des très très fortes inégalités. Bon, à un moment, il faut revenir là-dessus. Alors, je vais passer aux autres questions que vous mentionnez en essayant d'être plus bref, mais à chaque fois, ce sont des questions très, très importantes, donc je veux y répondre. Alors, d'abord, vous avez mentionné la question de la taxe sur les transactions. Non, alors vous avez d'abord mentionné la question de la lutte contre l'évasion fiscale et des registres utilisés en France pour lutter contre l'évasion fiscale. Très rapidement, je veux dire que alors, je ne sais pas ce qu'il en est en Belgique, mais en France, et je crois dans la plupart des pays européens, vous avez des déclarations pré-remplies de revenus dans lesquelles, si vous touchez le moindre salaire, mais aussi le moindre revenu sur votre compte bancaire sous forme d'intérêt ou de dividende, c'est immédiatement porté à la connaissance de l'administration fiscale et ça figure immédiatement dans votre déclaration de revenus. C'est comme ça. Et donc, n'importe quel contribuable, petit, moyen, gros, ne peut pas y échapper, parce que c'est comme ça dans sa déclaration de revenus. Alors après, il faut signer la déclaration de revenus, et s'il y a une erreur qui a été faite, voilà, vous pouvez évidemment la signaler, etc. Mais c'est comme ça. C'est-à-dire, vous pouvez pas, si vous vous interdisez d'utiliser les informations du secteur bancaire, du système bancaire sur les revenus perçus par les uns et les autres, en particulier les revenus financiers, et aussi les portefeuilles financiers détenus par les uns et les autres, vous vous mettez dans une situation quand même extrêmement compliquée pour essayer de lutter contre la fraude fiscale et d'avoir un système fiscal qui soit perçu comme juste. Et donc, à la fin, il n'y a que les salariés qui ne peuvent pas frauder
Et enfin, c'est quand même, ça va pas du tout. C'est-à-dire, c'est un système qui ne peut que susciter la défiance. Donc, il ne s'agit pas voilà, d'exproprier tout le monde, d'aller à l'égalité absolue, mais juste d'arriver à mettre en place un système institutionnel qui fasse que si les administrations bancaires ont l'information, bah, ces informations sont transmises automatiquement à l'administration fiscale et qui peut, comme ça, établir l'impôt. Donc, je pense que ça, c'est vraiment la base. Ça concerne aussi l'imposition sur le patrimoine. Alors, ce qui n'est pas toujours le cas, par exemple, en France, la taxe foncière continue de se baser sur des bases qui n'ont pas été mises à jour depuis longtemps. Il y a des pays, pour le coup, moi je me souviens, il y a 20 ans, même il y a 30 ans, payer la property tax dans le Massachusetts à Boston, où chaque contribuable recevait chaque année à nouveau une déclaration pré-remplie avec la valeur de votre appartement ou de votre maison, où l'administration fiscale simplement utilisait les transactions réalisées sur ce type d'appartement, ce type de quartier, ce nombre de mètres carrés au cours des dernières années, faisait une régression statistique sur la base du nombre de mètres carrés, des caractéristiques de l'immeuble, trouvait une valeur. Dans la déclaration pré-remplie de property tax, vous aviez la valeur, 250 000 $, 300 000 $, je ne sais pas. Si vous avez des raisons de proposer une autre valeur, faites-le, mais en pratique, ce qu'on constate quand on a un système de ce type-là, c'est que 98% des gens cochent la case et puis voilà. Et c'est simple, c'est automatique et on ne peut pas frauder. Et ça devrait être la même chose sur les revenus financiers, les actifs financiers. Voilà, l'automaticité. Là, je trouve qu'on s'invente des difficultés en interdisant à l'administration fiscale d'utiliser des informations. Enfin, ça paraît vraiment complètement fou et puis complètement contradictoire avec les objectifs internationaux affichés, notamment au niveau de l'OCDE, sur les transmissions automatiques d'informations bancaires. Parce que si on a des transmissions automatiques d'informations bancaires, mais qu'on ne peut les utiliser que quand on a déjà des suspicions, voire la preuve d'une fraude. Enfin, et Jérôme Cahuzac, personne ne pouvait savoir à la fin, avant que des journalistes de Mediapart révèlent qu'il avait un compte en Suisse, personne ne pouvait le savoir. Et c'est quand même pas normal que des personnes en charge de faire payer les impôts puissent se considérer, enfin, avec un tel sentiment d'impunité, qui peuvent comme ça considérer que personne s'en rendra compte et qu'on peut continuer comme ça jusqu'à ce que des journalistes finalement, enfin c'est pas normal qu'on dépende de journalistes pour que l'administration fiscale dispose finalement de telles informations. Donc là vraiment il faut sortir de ça absolument. J'ai noté plusieurs autres questions importantes que vous m'avez posées. Alors, je ne voudrais pas diminuer le temps pour les personnes suivantes, mais vraiment, les questions que vous avez posées sont très importantes, donc je veux quand même prendre le temps d'y répondre. Premièrement, vous m'avez demandé la taxe sur les transactions financières. Est-ce que les propositions de coopération renforcée qui sont aujourd'hui portées par plusieurs pays européens, est-ce que ça paraît une bonne chose? Bon, moi, je suis pour, évidemment, les coopérations renforcées en général, même si on voit les limites de dispositif qui, pour l'instant, n'a toujours pas été activé. Pour tout vous dire, je préférerais une coopération renforcée sur l'impôt sur les bénéfices des grandes sociétés, l'impôt sur le patrimoine des plus hauts patrimoines, l'impôt progressif sur les plus hauts revenus, que sur la taxe sur les transactions financières. Enfin, ça pourrait être aussi sur la taxe sur les transactions financières, mais le fait de se centrer sur la TTF me semble une façon un peu de contourner l'obstacle. C'est-à-dire que le cœur quand même de la fiscalité, c'est la fiscalité directe sur les bénéfices, sur le revenu, sur le patrimoine. Et j'ai peur que l'insistance placée sur la TTF au cours des 10 dernières années, des 20 dernières années, parce que c'est un long serpent de mer, cette histoire de TTF, c'est pas très récent, et que ça a un peu été une façon de contourner un peu l'obstacle. C'est-à-dire, en gros, voilà, comme on n'arrive pas à avancer sur l'impôt sur les bénéfices, l'impôt sur le revenu, l'impôt sur le patrimoine, hop, on va essayer d'avancer sur cette taxe sur les transactions financières qui paraît toute neuve, toute nouvelle. Alors, en fait, elle n'est pas si nouvelle que ça. Enfin, à nouveau, ne méprenons pas. Moi, je suis pour la taxe sur les transactions financières, si surtout ça permet de diminuer la spéculation, mais en faire l'espèce de taxe miracle, d'objectif miracle, je pense que c'est plus important d'avancer sur l'impôt commun sur les bénéfices des grandes sociétés, l'impôt commun sur les plus hauts revenus, les plus hauts patrimoines, et d'aller sur des formes de coopération renforcée plus efficaces, enfin plus convaincantes. Bon, moi, c'est pas vraiment l'endroit là pour vraiment exposer tout ça en détail, mais je fais partie avec beaucoup de collègues et
Paul Magnette aussi avait signé ça, des signataires d'un manifeste pour la démocratisation de l'Europe qui consiste, pour résumer très rapidement, à ce qu'un petit nombre de pays qui le souhaitent, qui pourraient être la Belgique, l'Allemagne, la France, l'Italie, je ne sais pas, créent une assemblée européenne issue des parlements nationaux qui aurait le pouvoir d'adopter un impôt commun sur les bénéfices des grandes sociétés, un impôt commun sur les plus hauts revenus, un impôt commun sur les plus hauts patrimoines et sur les émissions carbone, et qui aurait un budget de relance en commun et sur lequel les décisions seraient prises à la majorité au sein de cette assemblée issue des parlements nationaux en proportion des populations, des groupes, etc. Bon, je ne rentre pas dans tous les détails, mais dans cette proposition, on met vraiment l'accent sur la gouvernance démocratique et sur l'impôt progressif sur le revenu, sur les patrimoines, sur les bénéfices, davantage que sur la taxe sur les transactions financières pour les raisons que j'ai déjà indiquées. Alors, dans le cadre des discussions de l'OCDE sur le taux minimal d'impôt sur les sociétés, et est-ce que la taxe GAFA à la française et plus généralement, est-ce que des mesures nationales peuvent permettre d'avancer? Je pense que il va falloir, alors l'idéal, ce serait évidemment que plusieurs pays prennent le type d'initiative que je décrivais à l'instant, c'est-à-dire se donnent des instances parlementaires démocratiques communes de type Assemblée européenne pour adopter ensemble un taux commun d'impôt sur les sociétés, un taux commun d'imposition sur les plus hauts revenus, ce serait l'idéal. Mais en attendant, je pense que les pays individuellement vont devoir prendre des initiatives. Alors, l'initiative française sur la taxe GAFA, je pense que le problème, c'est qu'elle est trop limitée à un seul secteur. C'est-à-dire qu'elle est trop limitée au secteur des grandes, de la tech, enfin du secteur informatique et des grandes entreprises technologiques qui sont quand même beaucoup des entreprises états-uniennes. Donc, c'est très facile aux États-Unis de réagir négativement, comme l'avait fait Trump, mais l'administration Biden risque sans doute aussi d'avoir un peu le même type de réaction, consistant à dire, bon voilà, vous voulez nous taxer nos entreprises américaines, nous on va taxer le luxe français, les vins français, etc. Donc, il me semble que c'est très important, si un pays veut avancer dans son coin, d'avancer sur des dispositifs qui sont davantage universels, c'est-à-dire qui s'adaptent et qui s'appliquent à tous les secteurs, aussi bien au luxe qu'à la technologie. Et donc, concrètement, moi, je pense qu'on ne peut pas continuer d'avoir des échanges commerciaux et des flux totalement non régulés de capitaux entre des pays qui appliquent des taux d'imposition complètement différents, or que ce soit d'ailleurs sur les émissions carbone, c'est tout le débat sur la taxe frontière en carbone, mais aussi sur les bénéfices des sociétés ou sur les plus hauts revenus ou les plus hauts patrimoines. Donc, concrètement, même si un taux minimal était adopté au niveau de l'OCDE, ce serait malheureusement sans doute un taux assez faible, et donc il ne faudrait pas que ça empêche des pays individuels ensuite prendre des mesures incitatives. Alors, quel type de mesures incitatives j'ai en tête? Imaginez que vous ayez deux pays voisins, alors je ne vais pas dire la France ou la Belgique et les Pays-Bas, bon, je ne sais pas, mais mettons, vous ayez deux pays voisins, l'un qui taxe les bénéfices à 30% et l'autre qui taxe les bénéfices à 10%. Moi, je pense que celui qui taxe les bénéfices à 30% est tout à fait légitime à dire à celui qui taxe les bénéfices à 10%, bah, écoute, c'est très bien, mais si des entreprises basées dans ton pays produisent des biens et des services avec un taux d'impôt sur les bénéfices à seulement 10% et veulent ensuite exporter des biens et des services chez moi, bah, moi, de mon point de vue, il y a quand même un déficit fiscal. C'est-à-dire qu'il y a un impôt qui n'a pas été payé, comme quand il y a une taxe carbone qui n'a pas été payée. En l'occurrence, là, il y a un impôt sur les bénéfices qui n'a pas été payé, qui représente 20% du bénéfice. Eh bien, moi, je vais te faire payer cet impôt au prorata des ventes de biens et services que tu fais chez moi par rapport à ton chiffre d'affaires mondial, donc en essayant de voir quelle est la partie des bénéfices réalisés par cette entreprise qui correspond à ces ventes que tu fais chez moi. Et je vais te faire payer la différence, ce déficit fiscal sur cette base. Alors, la différence avec du protectionnisme des droits de douane de type classique, c'est que là, c'est incitatif, dans le sens où si le second pays monte son taux d'impôt sur les sociétés à 30%, alors la taxe disparaît complètement.
Donc, ça n'a plus rien à... C'est très différent, philosophiquement et économiquement, de mesures protectionnistes de type classique, puisqu'il s'agit d'inciter à aller vers un taux élevé du point de vue du premier pays, le taux qui lui paraît juste d'impôt sur la société. Je pense qu'on va devoir en arriver là. C'est-à-dire, je pense, y compris d'ailleurs, selon moi, entre pays européens. C'est-à-dire que si on ne fait pas, enfin, on ne peut pas attendre l'unanimité. Enfin, ça fait 10 ans, 20 ans qu'on dit oui, oui, mais il suffit d'attendre, on va se mettre d'accord, l'unanimité. Bon, je crois qu'à un moment, il faut quand même être sur cette question de la concurrence fiscale, sur l'impôt sur les sociétés, ou d'ailleurs sur la taxe carbone. Et le truc de dire on va se mettre d'accord à l'unanimité, bon, c'est très bien, mais je pense qu'en fait, la seule façon d'arriver à se mettre d'accord un jour et d'avancer vers l'unanimité, c'est d'avoir des mesures incitatives unilatérales du type de celles que je viens de décrire. Parce que là, pour le coup, ça forcera tout le monde à avancer. Et donc, je pense qu'en attendant, il faut se préparer à ce que les pays prennent des mesures de ce type-là. Alors, ça peut être vrai à l'intérieur de l'Europe, mais c'est encore plus vrai au niveau international, dans nos échanges avec la Chine, dans nos échanges avec les États-Unis. Bon, sur les émissions carbone, vu les volumes d'émissions carbone faites par les États-Unis, parce que les États-Unis, c'est 5% de la population mondiale, mais c'est 60% des 1% des émetteurs carbone les plus importants de la planète qui eux-mêmes émettent autant que les 50% de la planète qui émettent le moins de carbone. Donc c'est vraiment, en termes de responsabilité collective et mondiale, c'est considérable. Et en toute logique, il devrait y avoir une taxe carbone aux frontières avec les États-Unis. Alors, je sais qu'on a beaucoup de mal à en arriver là parce qu'on continue d'être pétri d'une idée d'un libre-échange sans aucune contrepartie environnementale et sociale. On a beaucoup de mal, hein. On fait semblant qu'on est sorti de cet état d'esprit, mais en fait, dès qu'on parle de propositions concrètes comme celles que je viens de formuler, qui sont clairement des quasi-droits de douane, sauf que c'est des quasi-droits de douane incitatifs qui disparaîtraient dès lors qu'une taxe carbone et qu'un impôt sur les sociétés correct serait rétabli aux États-Unis, aux Pays-Bas, etc. Dès qu'on en parle concrètement, on voit bien que bon, c'est de la dynamite politiquement, mais en même temps, je ne vois pas comment on va faire autrement pour avancer sur ces questions. Dernière grande question que vous m'avez posée qui concerne l'annulation des dettes, alors qu'il y a une question encore plus explosive, qui va payer la crise? Bon, moi, ce que je constate, c'est que historiquement, toutes les grandes crises de la dette publique, et notamment la très haut niveau d'endettement public que les différents pays européens ont eu à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, se sont réglées en mettant quand même à contribution très fortement les plus fortunés. Alors parfois, malheureusement, ça s'est fait aussi avec de l'inflation, ce qui est une façon beaucoup moins juste de faire les choses, mais je pense que la meilleure façon de procéder et celle qui a le mieux marché dans le passé, je mentionnais notamment le prélèvement sur les grandes fortunes en Allemagne mis en place en 1952, c'est cette mise à contribution organisée des plus hauts patrimoines privés. J'espère qu'on va en arriver là. L'annulation des dettes, il faut faire attention, ça concerne, dans la proposition à laquelle vous faisiez référence il y a un instant, ça concerne uniquement la fraction des dettes publiques qui est détenue actuellement par la Banque centrale européenne. Il ne s'agit pas d'annuler les dettes qui sont détenues par les banques privées ou par les épargnants, parce que là, ça mettrait une pagaille, ça mettrait des faillites en cascade, ce n'est pas du tout une bonne idée. Là, il faut beaucoup mieux, sur la partie des dettes détenues par les acteurs privés, imaginer des prélèvements sur les plus hauts patrimoines privés, progressifs, permettant d'épargner les classes moyennes, les classes populaires. Bon, on en revient à notre discussion sur l'impôt progressif. Sur la partie détenue par la BCE, quand même, et je vais m'arrêter là, il faut bien voir que actuellement, on est dans une espèce d'entre-deux un peu étrange. C'est-à-dire que, donc, comme vous savez, il y a à peu près un quart des dettes publiques des pays de la zone euro qui sont actuellement détenues par la BCE, ce qui est déjà considérable. C'était environ 20% au début de l'année 2020. Là, on est au-dessus de 25%, on s'oriente vers 30%. Sur l'année 2020, c'est plus de 80% des nouveaux endettements publics émis par les pays de la zone euro qui a été absorbé par la BCE. Donc là, on est à 25-30% des dettes publiques qui sont détenues par la BCE avec un taux d'intérêt proche de 0%. Alors, il y a un argument consistant à dire, comme le taux d'intérêt est à 0%, et que de toute façon, la BCE ne va jamais demander le remboursement de ces dettes, parce qu'à mesure où elles viennent à expiration, la BCE continue de racheter le volume équivalent de titres, et donc maintient finalement va maintenir ce niveau-là. Ça ne sert à rien de l'annuler, cette dette, puisque dans le fond, elle est déjà annulée.
C'est ça l'argument très fort contre l'annulation, c'est de dire, en fait, elle est déjà annulée, cette dette. C'est-à-dire, personne ne dit on va la repayer. Hein. Maintenant, l'opinion quasiment unanime, c'est de dire cette partie-là de la dette, au moins, qui est détenue par la BCE, c'est fini, personne ne la repaiera jamais, donc ça ne sert à rien de l'annuler puisqu'elle est déjà annulée. C'est ça le raisonnement, en tout cas. Alors, moi, je mets en garde contre ce raisonnement, parce qu'en fait, là, non, elle n'est pas complètement annulée pour deux raisons. D'abord, parce qu'en fait, cette dette, elle a différentes maturités, c'est des titres à 3 ans, à 5 ans, à 10 ans, mais elle vient à échéance, c'est-à-dire chaque mois, il y a une partie de ces titres qui vient à échéance, qu'il faut rembourser à la BCE, et la BCE rachète pour l'instant des volumes équivalents et même supérieurs. Mais est-ce que ce sera le cas dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans? Bon, ça dépend après aussi de quel gouvernement va être élu dans différents pays. Et on a vu comment la BCE, dans certains cas, pouvait être utilisée pour mettre la pression aussi sur des gouvernements comme en Grèce en 2015, pas toujours avec beaucoup de succès. Hein. C'est-à-dire que les conséquences en termes de récession, d'austérité, alors après, il y a eu des regrets qui ont été exprimés même par le FMI, par la BCE sur les politiques d'austérité excessives. Enfin, je ne suis pas sûr qu'on ait envie de donner autant de pouvoir sur le fait de pouvoir renouveler ou non le soutien de la BCE, je pense qu'il faut se donner, alors c'est pas forcément une annulation complète de ces titres, mais il faut se donner plus de temps. Hein. Donc il y a toute une discussion, vous savez, entre le statu quo, où on garde la situation actuelle sur le bilan de la BCE, et l'annulation complète. Bon, il y a évidemment toutes sortes de solutions consistant à avoir un allongement de la maturité de ces titres de dette vers 20 ans, 30 ans, 40 ans. Ce qui est souvent comme ça, d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, hein, que se produisent les annulations de dette historiquement. C'est-à-dire quand on parle, vous savez, sur les annulations de dette, on a souvent en tête en Europe la dette externe de l'Allemagne en 1953, qui parfois est oubliée aussi, mais enfin, bon, quand même, en général, les gens qui s'intéressent à la question savent bien qu'il y a eu la conférence de Londres en 1953 qui a abouti à la décision des principaux partenaires de l'Allemagne à l'époque d'annuler la dette extérieure, enfin les 2 tiers de la dette extérieure allemande de l'époque, qui était une dette ancienne, mais aussi en partie une dette de reconstruction qui avait été prise entre 1945 et 1953. Mais en fait, en réalité, ce qui s'est passé, ce n'est pas une annulation pure et simple, c'est en fait ce qui a été décidé d'un point de vue juridique en 1953, c'est de dire, en fait, on va repousser cette dette, le repaiement de cette dette, à l'unification allemande, ce qui, à l'époque, vu de 1953, évidemment, paraissait une perspective très très lointaine. Et en 1991, au moment de l'unification allemande, les négociations entre puissances occidentales ont été contraintes de remettre sur le tapis cette discussion de la dette allemande. Simplement, à ce moment-là, on s'est dit, en 1953, on ne l'avait pas indexé ni sur l'inflation, ni sur le PIB, ni sur quoi que ce soit, donc les montants de 1953 aujourd'hui sont vraiment ridicules par rapport au... Donc, on annule définitivement. Et c'est souvent comme ça que les annulations de dettes se produisent en fait dans la réalité historique. C'est-à-dire qu'on a toujours un peu du mal à dire vraiment on annule définitivement. Donc, on repousse de 30 ans, de 40 ans, et puis à la fin, bon, il s'est passé d'autres choses. Et donc, ça peut être une solution aussi d'allonger comme ça les titres de dette. Parce que le risque, c'est quand même que les taux d'intérêt finissent quand même par remonter. Et si on était dans une situation, vous voyez, dans 2, 3 ans ou 5 ans, où les taux d'intérêt seraient simplement de 2 ou 3% plutôt que 0%, là, ce serait très difficile pour la BCE de décider d'allonger les maturités de la dette à 0%. Parce que là, pour le coup, il y aura une perte d'intérêt touchée par la BCE et donc, in fine, par les États. Donc là, on est plutôt dans la fenêtre de tir où il faudrait allonger dans le temps ces maturités et si possible, l'annuler complètement, selon moi, mais déjà allonger dans le temps à 0% pour se donner des marges de manœuvre. Et donc, pour résumer, l'argument de ceux qui disent actuellement les taux d'intérêt c'est à 0%, donc il ne faut rien faire, à mon avis, est complètement faux. En fait, c'est exactement le contraire. C'est justement parce que les taux d'intérêt sont à 0% qu'il faut en profiter pour pérenniser cette situation en allongeant la maturité des titres de dette détenus par la BCE. Donc bon, tout ça, c'est une discussion un peu technique, mais qui en fait est quand même très importante sur ce qui va suivre, parce que si on se retrouve dans 4-5 ans à devoir payer des intérêts positifs sur ce stock de dette détenu par la BCE et plus généralement détenu sur les marchés financiers, ça va considérablement compliquer la situation politique dans toute l'Europe. Dank u wel, monsieur Piedboeuf.